Je vous invite ce soir à un voyage qui va être un perplexe, c'est le but, dans le monde quantique. Et la question va porter sur quelle est la nature de la matière et de la lumière. Et en fait, ce voyage commence très tôt, puisqu'il remonte, comme c'est souvent le cas aux Grecs, ou même d'ailleurs avant, en Chine et ailleurs, et en Inde. Est-ce qu'il y a en fait des constituants élémentaires de la matière, parce qu'on cherche en général à se trouver des principes simples face à la complexité du monde. Et donc, comme vous le savez probablement, il y a eu essentiellement deux écoles grecques, donc l'atomisme et celle des 4 ou 5 éléments, si on ajoute d'ailleurs l'éther qui serait une lumière provenant du ciel. Alors, il y a plusieurs représentants de l'atomisme grec avec des versions très différentes. Là, il n'y a pas Épicure dans cette liste. Mais cet atomisme donc, est souvent associé à une sorte de matérialisme, puisqu'on explique justement toute la complexité du monde à travers ces éléments des atomes indivisibles, avec du vide entre les deux, entre les atomes. Et l'atomisme est quand même passé un moment au second plan, parce que il était donc contesté par les plus éminents philosophes de l'Antiquité, à savoir Platon et Aristote. Et donc en fait, ils sont pour une vision non atomiste aussi, non matérialiste. Et leur vision a été propagée en particulier grâce aux conquêtes d'un élève d'Aristote qui est Alexandre le Grand. Et donc c'est là où on retrouve essentiellement plutôt les 5 éléments pour Aristote. La lumière, je dirais grecque, avait un statut complètement différent de la matière. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Alors, il y avait essentiellement deux théories. Donc, celle de l'émission avec un œil qui renvoie son regard pour saisir les images, et la théorie de l'intromission, où l'agencement des atomes forme toute chose de l'univers et produit des simulacres, par exemple, selon le CIP. Alors après, il y a la période que j'appelle l'âge d'or islamique, qui est de plusieurs siècles, avec une appropriation et une fructification de l'héritage grec, mais aussi des ruptures majeures. Donc c'est une sorte de continuité, mais avec beaucoup de discontinuité aussi, des révolutions. La mathématisation aussi de la physique a lieu à ce moment-là, le développement de la méthode expérimentale et des dispositifs mécaniques. Et en fait, l'atomisme a été en quelque sorte islamisé, donc réconcilié, même s'il avait plutôt une portée matérialiste qui paraît opposée à la religion, à une origine divine. Et en fait, c'est une vision qui était plutôt qui a été réconciliée. Et ce qui est derrière, c'est ce principe d'unicité, du tawhid, qui fait que l'idée d'avoir que tout est une origine commune, qu'on puisse expliquer toute la création par des atomes, était quelque chose qui plaisait, par exemple, à un théologien philosophe comme Fakhreddin Razi au XIIe siècle, ou alors Nasruddin Tusi, qui est un grand scientifique, théologien, qui était quelqu'un, même un défenseur, disons, quelqu'un qui avait vraiment développé une sorte de théorie d'évolution à partir justement d'une substance initiale d'évolution du végétal vers l'animal et vers l'être humain, et pour lesquels, même pour Fakhreddin Razi, donc effectivement tout émanerait d'atomes, y compris les multiples mondes, les multiples univers qui seraient indéfinis. Et il y avait en même temps, cela ne veut pas dire du tout que tous les érudits ou scientifiques étaient pour l'atomisme, puisqu'il y avait aussi des courants qui étaient opposés à l'existence de vide, puisque pour eux, c'était plutôt l'univers était rempli par la présence divine, et en fait, il n'y avait pas de place pour le vide, et il y avait un lien en quelque sorte avec le fait qu'on devait se serrer, par exemple, serrer les rangs lors de la prière. Donc c'est pas du tout l'atomisme n'était pas du tout adopté à l'unanimité. Alors chez Ibn al-Haytham, qu'on peut considérer vraiment comme par exemple Matthias Schramm comme le père de la physique, le véritable fondateur de la physique au sens moderne du terme, qui a écrit une œuvre colossale, Kitab al-Manazir, le livre d'optique. Il y a quelque chose d'intéressant en fait. D'abord, il y a une vraie révolution en ce qui concerne le statut de la lumière, puisqu'il lui donne une existence propre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il attribue aussi à la lumière une nature corpusculaire. En fait, il faisait ses expériences avec des billes.
Et cela lui permettait aussi, comme d'ailleurs d'autres contemporains ou même d'autres philosophes, d'attribuer à la lumière une vitesse finie, puisque ce sont des corpuscules, donc ça leur permet d'avoir une vitesse finie. Ça va être après, plus tard en Europe, un sujet de débat qui n'était pas du tout, qui était loin d'être évident. Alors la chambre noire, entre autres, c'est Ibn al-Haytham, hein, j'ai oublié de le dire. Évidemment, c'est pas pour prendre des photos, c'était vraiment pour faire ses expériences sur la lumière. Et donc c'est aussi l'un des pères de la méthode expérimentale. Voilà. Alors Kamaluddin el-Farisi, on le connaît moins, mais lui, évidemment, il s'est référé, il a beaucoup étudié le livre d'optique, sauf que lui a aussi a plutôt été en faveur d'une nature ondulatoire de la lumière. Et en fait, il a fait la décomposition de la lumière blanche, pas sur un prisme comme Newton plus tard, après lui, mais sur une sphère en verre, pour essayer d'expliquer l'arc-en-ciel, parce que ça simule une goutte d'eau. Alors, il a donné les prémices d'une théorie ondulatoire qui a été avancée, accomplie plutôt par Taqi-ad-Din Muhammad ibn Ma'ruf au XVIe siècle, donc c'est un ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux natures corpusculaires et ondulatoires vont rester, vont cohabiter, mais en étant des fois en conflit. Donc avec la science moderne en Europe, il y a eu d'abord, comme vous le savez, le développement de la méthode expérimentale et mathématisation de la physique inspirée par la science arabe, en particulier la liste est longue, Copernic, Bacon, Galilée. Et Newton, lui, avait le livre d'optique de Ibn al-Haytham. En fait, je crois que la dernière copie qui est disponible, c'est celle qui était chez Ampère, je crois que c'est celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors par la suite, alors mon point va venir après en fait sur la lumière, mais petit à petit, même si ce n'était pas le cas chez Newton, on va plutôt se mettre dans l'idée d'un dieu ingénieur qui va faire évoluer le monde d'une façon déterministe. Alors vous connaissez le démon de Laplace en particulier, qui a réussi à se passer de l'hypothèse de Dieu, mais qui croyait quand même en ce Dieu. Et c'est le mécanisme cartésien qui est vraiment caractéristique d'une dérive mécaniste, donc où, y compris, on va dire, le cerveau, le corps humain fonctionnerait comme une machine. Alors, après, qu'est-ce qu'il en est de l'atomisme ? Alors, il y a une étape importante dans l'histoire de l'atomisme, puisqu'il ne s'agit pas ce soir de la détailler, c'est avec Dalton. On est déjà donc ici entre le 18e et 19e siècle. Et là, on retrouve cette idée de l'atomisme qui a pris du temps en fait à entrer en Europe parce que l'Église s'y opposait, puisque c'était une vision matérialiste du monde. Et donc c'était complètement contraire pour l'Église, en tout cas, c'était opposé à la religion. Donc ça a mis beaucoup de temps à s'imposer, l'atomisme. Il a vraiment beaucoup plus que... c'était pas du tout le cas, évidemment, grâce au Calem qui se l'est approprié. Et alors, il y a d'autres étapes importantes dans l'histoire de l'atomisme, Lavoisier, avec Mendeleev. Donc on a la liste des éléments qui s'est enrichie petit à petit. Et qu'est-ce qu'il en est de la lumière? Donc là, c'est en ce qui concerne la matière, l'atomisme, donc ce qui concerne donc les éléments, on va dire, élémentaires. Pour la lumière, comme je vous l'avais dit, Newton avait le livre d'optique de Ibn al-Haytham, et donc il a imposé la nature corpusculaire de Ibn al-Haytham. Et cela avait duré, grâce à son autorité, pendant à peu près un siècle. Cependant, la nature ondulatoire a fini par s'imposer, grâce en particulier à l'expérience primordiale, qui est une expérience d'interférence des fonds de Young, qui va réapparaître plus tard. Et donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de conflit, on va dire, entre ces ondes et particules. Et alors, les interférences de Young, en fait, rapidement, ce sont donc deux fentes qui sont là. Alors là, si on a quelqu'un qui joue, qui jette des balles de ping-pong, évidemment, il ne se passe rien d'extraordinaire. S'il y a deux trous, il va y avoir un certain nombre devant le trou d'en haut et un certain nombre devant le trou d'en bas. Et donc, le nombre de balles qu'on va récupérer sur l'écran, c'est simplement la somme des deux nombres. Maintenant, les interférences de Young, quand on a une onde qui arrive, comme exactement sur l'image avec une surface d'eau tout à l'heure, si on lance deux pierres par exemple, on va avoir plutôt des interférences, c'est-à-dire qu'on va récupérer sur l'écran plutôt une série de maxima et de minima qui correspondent à la somme des deux ondes. Et donc, on a plutôt affaire à une preuve
ici de la nature ondulatoire de la lumière. Alors, ce qui se cache derrière ces interférences, c'est le principe de superposition des ondes, et j'en parle parce qu'il sera très important en physique quantique. C'est-à-dire que si on a deux ondes qui arrivent, donc là ça pourrait être celle qui passe par les deux trous de Young, on fait leur somme, et parce que comme elles sont en phase, les deux ondes, en fait, on parle de superposition qui est constructive. Donc vous voyez que les deux maxima arrivent en même temps. Donc quand on les ajoute, ça augmente, ça double en fait le maximum ici. Et pareil pour les minima. Et donc c'est pour ça que c'est constructif. Si maintenant elles arrivent avec une opposition de phase, vous voyez c'est décalé. Alors c'est, voilà, ici. Et bien la somme des deux, vous voyez que là, je pense que je n'ai pas besoin de le démontrer, va être égale à 0. Et on parle de superposition destructive. D'accord ? Et c'est ce qui fait qu'on a des franges, en fait, voilà, c'est ce qui explique le phénomène d'interférence. Alors là, on en est, donc on est avec les équations de Maxwell après pour la lumière, on arrive à la fin du 19e siècle avec une physique très sûre d'elle-même. Là, je parle d'un château de la physique avec, d'un côté, donc des visions très différentes pour la matière et la lumière. Donc, du côté de la matière, ce sont des atomes indivisibles qui obéissent à des lois déterministes. Et de l'autre, la lumière obéit aussi à des équations déterministes et elle est de nature ondulatoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand physicien qui va annoncer, donc à la fin du 19e siècle, Lord Kelvin, l'un des fondateurs de la thermodynamique, qui dit que la physique est définitivement constituée dans ses concepts fondamentaux. Et tout ce qu'elle peut désormais apporter, c'est quelques décimales supplémentaires. Il y a bien deux petits problèmes, en fait, qu'il évoque ici. Celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et celui du corps noir. Mais ils seront rapidement résolus et n'altèrent en rien notre confiance. Et alors, vous vous rendez compte que là, il est en train d'évoquer les deux problèmes qui vont engendrer les deux révolutions majeures du XXe siècle, c'est-à-dire la relativité restreinte qui va ensuite évoluer vers la relativité générale et la physique quantique. Donc c'était l'objet de vos deux cours cette semaine, voilà, pour les élèves, évidemment. Alors, première révolution quantique, vous aurez pourquoi je parle d'une première révolution. Là, on a la lumière et la matière. Alors, le petit dessin, je ne sais pas si c'est clair, mais j'ai marqué Anouge, la lumière, et la matière, j'ai choisi des olives, parce que j'aime beaucoup les oliviers. Et donc, elles sont unifiées. D'accord ? Et la nature ondulatoire et corpusculaire, qui se sont quand même pas mal confrontées, exclues, tout d'un coup, elles se réconcilient avec cette révolution. Vous allez voir, vous savez sûrement, beaucoup d'entre vous pourquoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'inspire la lumière à la matière. Comment est-ce qu'elle éclaire ? Parce que la lumière est centrale dans cette révolution quantique, puisque pour expliquer justement ce petit problème de corps noir, Max Planck va proposer en 1900, donc à l'aube du XXe siècle, qu'en fait l'échange entre la matière et la lumière se fait par des paquets d'énergie, pas d'une façon continue. Quand on irradie un système de la matière, votre écran. Et en fait, Einstein va aller plus loin. Il va faire en fait une sorte de retour à ce concept de corpuscule qu'on avait déjà vu. Donc vous voyez comment les concepts sont importants et c'est pas une évolution linéaire du tout. Et donc, ce sont ces corpuscules de lumière qu'on a retrouvés chez Newton et Ibn Haytham finalement, qui vont être appelés photons et qui vont permettre à Einstein d'expliquer un autre petit problème qui était l'effet photoélectrique. Alors là, on fait des progrès, donc pour vous donner juste une idée, mais on reste quand même dans une image, on va dire, déterministe, puisque l'atome de Rutherford, en fait, il est plutôt planétaire. Il fait une analogie avec les planètes. Donc il va dire qu'il y a une structure interne avec un noyau et autour duquel vont graviter des électrons. Donc des trajectoires bien définies. D'accord ? On est dans une image mécaniste encore. Et il dit, ça c'est quelque chose évidemment d'intéressant, que effectivement l'atome est empli de vide, essentiellement du vide.
avec les charges positives au centre et les charges négatives qui tournent autour, et donc à très grande vitesse. Sauf que là, ça ne plaît pas à certains physiciens, qui, parce que c'est une vitesse si grande que normalement l'électron finit par s'effondrer sur le noyau. Et ce que fait Niels Bohr plus tard, c'est que lui, pour éviter ce problème d'un électron qui se casse la figure sur le noyau, il va placer les électrons, pas dans des orbites continues comme Rutherford, dans toutes les orbites possibles, mais seulement certaines orbites sont permises, et seulement certaines valeurs de l'énergie vont être permises. Et donc ce sont des orbites spécifiques. Mais là aussi, il utilise des lois classiques avec cette sorte d'étrangeté qu'il introduit de quantification de l'énergie. Et cette discontinuité permet aussi l'échange de photons, donc l'échange de grains, on va dire, par paquet d'ondes, disons par paquet d'énergie plutôt. Mais ce sont des points de vue encore inconciliables, puisqu'on a, c'est très difficile à partir des lois de la mécanique classique de trouver cette quantification. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que lui, de Broglie, arrive avec une idée vraiment géniale, qui va jouer un rôle très important dans l'émergence de la physique quantique. Il va se dire, puisqu'il y a eu les photons, ça veut dire qu'on décrit la lumière comme des photons, comme des corpuscules, et bien de la même façon, par symétrie, c'est plus élégant de dire que la matière aussi, comme elle a une structure atomiste, donc corpusculaire, on pourrait aussi les traiter comme une onde. Et en fait, avec cette idée-là, il va pouvoir expliquer la quantification de l'énergie. Et pour cela, donc le dessin, donc cette quantification de Bohr dans les atomes, il va dire qu'en fait, quand vous avez une onde, si vous lui imposez de s'annuler, je vous ai montré ça cet après-midi, si vous avez envie que l'onde s'annule, par exemple au bord, ou elle puisse se lier, se retrouver sur un cercle, eh ben, vous êtes obligé de faire en sorte que la longueur de votre système, donc entre les deux traits verts, soit un multiple de la période de l'onde. Et en fait, ça vous donne la quantification de l'énergie qui est reliée à cette période. Donc l'énergie est reliée à la période d'oscillation, tout comme l'énergie des photons était reliée à leur fréquence, parce qu'une fréquence c'est l'inverse d'une période. Mais où se trouve l'électron dans tout ça? Parce que jusqu'à maintenant, on est quand même encore... on peut imaginer encore que c'est une onde qui existe vraiment, comme une onde de son ou une onde de lumière. Donc c'est quelque chose de matériellement, ontologiquement, c'est quelque chose qui existe, qui est déjà là. Donc on n'est pas encore dans la révolution conceptuelle de la physique quantique. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de trajectoire pour l'électron. On ne peut pas parler de la trajectoire. Alors là, la physique quantique va vraiment connaître sa révolution conceptuelle plus avec l'équation de Schrödinger, qu'on a bien traité cette semaine, et aussi avec Heisenberg. Je vous avais parlé de la représentation d'Heisenberg ce matin pour les élèves. Et en fait, la fonction d'onde associée à cette onde, ce n'est pas du tout la même fonction d'onde que celle qui décrit une propagation de la lumière, d'une onde de son, par exemple, quand on parle, puisque ça correspondrait à une matière qui vibre quelque part. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, une fonction d'onde, c'est une onde de probabilité, on va dire, de distribution spatiale de l'électron dans l'atome. L'atome, il ne décrit absolument pas des orbites bien définies. Il y a une sorte de nuage. Alors, évidemment, vous auriez envie de dire que le module donc, de cette fonction d'onde au carré, c'est comme une intensité de lumière, ça vous donnerait la probabilité pour que l'électron se trouve à un point donné. Mais en fait, non, c'est faux de dire ça. Parce que ce que dit, en fait, la physique quantique, c'est que ça, c'est la probabilité plutôt que vous puissiez trouver l'électron à un endroit donné seulement quand vous faites la mesure de sa position. Et si vous comprenez ça, vous avez compris pourquoi la physique quantique ne nous explique pas ce qu'est, où se trouve l'électron. Vous pouvez me demander, mais où se trouve l'électron dans ce cas-là? On ne sait pas. Inès, par rapport à mon exemple, donc, on peut savoir où je suis si on est dans la salle, mais si on est à l'extérieur, on ne peut pas. C'est ça?
On ne peut pas, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas allée te Observer. prendre en photo, Voilà, c'est ça. je ne sais pas même si tu existes. En fait, je ne sais pas du tout quelle est ta nature avant de faire la mesure. Et en fait, et c'est ça, si vous saisissez ça, vous avez déjà compris pourquoi la physique quantique ne nous explique pas ce que c'est que la matière, ce que c'est que sa nature. Donc ça, c'est un outil, en fait, cette fonction d'onde, c'est simplement un outil de calcul qui nous permet de calculer des probabilités de trouver tel ou tel résultat une fois que la mesure est faite. On ne peut accorder aucune propriété à mon électron tant que je n'ai pas fait de mesure. J'ai juste un outil mathématique, qui est cette fonction d'onde, qui me permet de faire des prédictions. Donc la physique quantique nous permet de prédire, mais nullement de décrire. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on a ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer de propriété avant la mesure, et quel est ce paradoxe, finalement, qui est sous-jacent. Il y a un postulat essentiel en physique quantique, qui est le principe de superposition. Je vous l'ai montré tout à l'heure pour les ondes. Jusque-là, ça va. Donc, j'ai, par exemple, la somme de deux fonctions d'ondes quantiques qui sont aussi, et c'est une fonction d'onde possible. Le problème, c'est que j'ai mis une sorte de nuage un peu gris, je ne sais pas si vous le voyez au fond, en fait, qui veut dire que on ne sait pas grand-chose sur cette fonction. En fait, c'est encore un outil de calcul. On ne sait pas quelle est l'énergie, par exemple. Imaginons, là, je vous ai montré deux fonctions d'onde. Tout à l'heure, je vous avais montré cette échelle d'énergie, donc on connaît leur énergie individuelle. Mais si on fait la somme, on ne peut pas du tout parler de leur énergie. D'accord ? Et en fait, ça rappelle un petit peu le fameux chat. Alors, on joue beaucoup avec les chats en physique quantique, de Schrödinger. Alors, je ne vais pas expliquer exactement ce que c'est le chat de Schrödinger, mais en gros, psi 1, ça correspondrait par exemple à un chat vivant, et psi 2, à un chat mort. Et quand vous ajoutez les deux fonctions chat vivant et chat mort, évidemment, vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas attribuer de propriété ni mort, ni vivant. C'est pour ça que je mets le nuage. Alors maintenant, j'ai choisi, parce que je suis au Maroc, de parler de fèves quantiques. Désolée pour les élèves, je ne parle pas de Majnounet. Et là, finalement, parce que voilà, ça aurait fait beaucoup d'images. Donc, les fèves d'argon quantique, alors je vais caractériser chaque fève avec le principe de superposition. Ça vous rappelle des vecteurs. Les vecteurs, on peut les additionner. Et donc, une onde de probabilité, en fait, c'est une sorte de flèche, c'est un vecteur. Un vecteur, ça a une direction, donc c'est les vecteurs qui sont là, ça a une direction et un sens, d'orientation vers ici, la petite flèche. Et au lieu de regarder effectivement est-ce que l'énergie d'un électron est définie, par exemple, ici on va regarder la couleur d'une fève d'argon. Et cette valeur, en général, ça peut être rouge ou vert. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié s'il peut y avoir des fèves d'argon. Il faudrait que je vérifie. Quelles sont les couleurs possibles des fèves d'argon? Et en fait, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est les deux vecteurs, en fait, les psi 1, psi 2 maintenant, ils ont des propriétés bien définies, des couleurs bien définies dans ce cas-là. Donc là, c'est la fève verte, et là, c'est la fève rouge. Et quand je fais la somme des deux, j'ai un vecteur qui, vous voyez, genre vous voyez non, parce que je ne le vois pas, mais une façon de faire, j'ai mélangé en quelque sorte les couleurs vertes et les couleurs rouges. Donc potentiellement, les deux couleurs sont là, dans cette flèche. Donc c'est ça la somme, donc c'est le principe de superposition qui est là-dedans. Et donc ma somme de ces deux fèves, vous voyez que je ne peux pas lui attribuer une couleur, donc je la mets, je la représente par une fève avec du rouge et du vert. Et donc, voilà, le halo. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la mesure? Tout à l'heure, c'était la position, ça peut être l'énergie, donc on mesure une observable physique, parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Nous, on a une représentation, on a besoin d'attribuer des propriétés. En fait, ça veut dire quoi quand on fait une mesure? C'est qu'on demande à cette fève quantique, quelle est ta couleur? Elle est obligée de répondre à ce moment-là seulement. Comment? Et donc, le problème, contrairement à ce déterminisme qui avait accompagné l'émergence, je dirais la révolution même scientifique jusqu'au XIXe siècle, on n'a pas un résultat qui est prédéterminé. Et on ne sait pas pourquoi la fève quantique, tout d'un coup,
va répondre « je suis rouge » ou « je suis verte ». On ne sait pas pourquoi elle choisit entre les deux. Donc, alors, supposons que, par exemple, effectivement, on avait superposé ces deux états-là, donc d'une façon, on va dire, avec un même poids. Tout ce qu'on sait, c'est que ce vecteur d'onde, ou cette fonction d'onde, c'est un outil de calcul de probabilité pour qu'on trouve donc, la longueur de cette flèche au carré, c'est la probabilité de mesurer une couleur verte, et la longueur de cette flèche rouge, c'est la probabilité de mesurer une couleur rouge. D'accord ? Donc cette flèche qui est là, c'est simplement un outil de calcul de probabilité. Et c'est là que je vais donc vous parler de la deuxième révolution quantique, qui est tout à fait reliée à la première, mais qui a vraiment marqué une nouvelle ère sur un sujet qui est la non-localité, et qui n'était pas tellement traité jusqu'aux années 91. Il n'avait pas vraiment la priorité des physiciens, même s'il a été soulevé très tôt par Einstein, comme vous allez le voir, parce qu'on était tellement enthousiaste par l'efficacité de la physique quantique, parce qu'elle sait très bien prédire plein de choses, elle a révolutionné notre vie, puisque nos téléphones portables, nos ordinateurs, les lasers, les semi-conducteurs, tout ce qui est, fonctionne grâce à cette révolution, cette première révolution quantique. Donc, tout le monde était vraiment occupé à, je dirais, à appliquer, à utiliser cette physique quantique avec tout son formalisme comme un outil de calcul pour faire des prédictions. Et on n'avait pas saisi l'importance de ce problème de non-localité qui était soulevé par Einstein et auquel Bohr, à l'époque, avait répondu que d'une façon un peu dogmatique, dans le sens où il voulait absolument clore le débat. Donc, la non-localité maintenant, pour résumer un petit peu cette deuxième partie, en fait, elle est à la fois présente dans la matière et dans la lumière. Je vais expliquer tout à l'heure ce que j'entends par non-localité, donc je vais être amenée à vous expliquer ce que c'est que la localité. Elle va aussi éliminer l'atomisme naïf. D'accord ? Que tout serait, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs au lycée, à l'école, que tout serait formé d'atomes, que chaque atome serait formé d'un noyau d'électrons, et que le noyau à son tour serait formé de quoi ? En fait, c'est une représentation très simpliste. Et en fait, là, je mentionne, la non-localité est liée au libre arbitre de la matière et de la lumière. C'est un mot qui vous surprend, mais je vous assure que ça fait partie de titres d'articles scientifiques. Vous allez voir pourquoi. Alors, la mesure, donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était une action. Non, je ne vous l'ai pas encore dit. En fait, je vous ai dit que c'était un calcul de probabilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites la mesure de la fève d'argan, je vais introduire un peu cette deuxième révolution, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez une probabilité 1,5, donc avec ce halo, de trouver une fève rouge, une probabilité 1,5 de trouver une fève verte. Et cette probabilité, vous l'avez calculée grâce à cette fonction d'onde. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'après cette mesure, vous avez votre fève qui prend cette valeur, cette couleur bien définie. Donc vous avez agi avec votre mesure sur l'état de votre fève quantique. Ce qui est donc important aussi, donc ce que je vous ai dit, c'est donc une action qui oblige votre fève à choisir, mais ce qui est vraiment très troublant, c'est que l'action est imprévisible. Et donc, ce qui est vraiment paradoxal dans la physique quantique, c'est que votre fonction d'onde, avant de faire la mesure, elle obéit à une équation déterministe, c'est ce qu'on avait utilisé, l'équation de Schrödinger. Donc c'est une évolution dans le temps qui est bien contrôlée par une équation mathématique. Et qu'au moment de la mesure, donc ce sont deux aspects complètement paradoxaux de la physique quantique, et bien vous avez une action qui est irréversible, puisque vous obligez la fève à garder cette couleur pour toujours, tant que vous n'avez pas fait une autre mesure. Alors maintenant, vous pourriez dire, est-ce que ce n'est pas un mélange statistique? Est-ce que ce n'est pas juste parce que c'est une probabilité qui est liée à l'ignorance de ce que je vais prendre, de mesurer, comme quand je prends au hasard, dans un sac, un mélange donc de fèves vertes et de fèves rouges. Et si ce mélange est simplement mis autant de fèves rouges que de fèves vertes,
c'est un mélange qu'on appelle statistique. On a moitié de fèves rouges, moitié de fèves vertes. C'est simplement, j'ai une chance sur deux. Si je ferme mes yeux, j'ignore sur quelle fève je vais mettre ma main. J'ai une chance sur deux de sortir une fève rouge et une chance sur deux de sortir une fève verte. Et justement, il y aura deux aspects qui vont illustrer pourquoi ce n'est pas un mélange et que la probabilité est de nature différente. On a vraiment, on était amené avec la physique quantique à avoir des outils probabilistes différents de la probabilité que vous avez enseignée. Donc la première, c'est d'abord pour dire que c'est vraiment dans votre sac il n'y a que des fèves quantiques et c'est au moment où vous faites la mesure que finalement elle est obligée pour être tenue par votre main de prendre une couleur bien définie. Ce sont les fameuses interférences de Young d'abord. Alors les interférences de Young, je vous les ai montrées pour le cas de la lumière, puisque ça avait tranché au XIXe siècle en faveur de la nature ondulatoire, sauf que justement, ce qui a permis à la physique quantique d'émerger, c'est qu'on a fait cette expérience avec des électrons, celle qu'on avait l'habitude de faire avec de la lumière. Et je ne vais pas revenir sur les interférences de Young, qui sont reliées à une superposition constructive, vous vous souvenez, quand les deux ondes sont en phase, et destructive quand elles sont en décalage. Sauf que là, ça marche aussi avec les électrons. Et c'est quand même difficile à imaginer, puisque si vous avez dans votre tête une image corpusculaire, l'électron devrait passer par un seul trou. Il ne peut pas passer par les deux à la fois. Et alors, ce qui est encore intéressant aussi, c'est que quand vous attendez longtemps, vous laissez votre source un peu, on va dire, pas trop intense, et vous regardez votre écran, donc ce qui est là, c'est l'écran qui est là, vous voyez effectivement se dessiner petit à petit des figures d'interférence, mais en même temps, vous voyez un impact de Bayes, de la nature corpusculaire qui est là. Et cette expérience, on a pu aussi la faire pour les photons, pour la lumière. Donc vous imaginez que pour les électrons, vous avez les figures d'interférence, on ne s'y attend pas. Mais pour les photons, on obtient exactement la même chose, avec des impacts nature corpusculaire et ondulatoire. Alors vous entendez parler souvent de dualité onde-corpuscule, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas dire quoi que ce soit de la particule. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé, au moment où on a fait la mesure de la position, une nature corpusculaire, et au moment où on fait des interférences, une nature ondulatoire, et qu'on peut même faire les deux, avoir les deux à la fois. Pour vous donner une idée de la nature de la mesure, en fait, ce qui est important, de l'importance de la mesure, c'est que là, imaginons que quelqu'un vienne, donc ce monsieur, vient ici pour demander à l'électron, ou d'ailleurs au photon aussi, c'est pareil pour la lumière, coucou, par où tu es passé, par quel trou? Et tout d'un coup, les figures d'interférence disparaissent. Ça veut dire que là, on est comme dans les fêtes d'Argan, qui ont répondu par rouge ou vert. Ben là, on est obligé, donc l'électron ou le photon est obligé de donner une réponse et de se tenir à cette réponse. Ça veut dire de choisir qu'une seule fente pour passer. Donc on ne peut plus avoir d'interférence dans ce cas. Donc ça devient... Alors c'est là où il va y avoir le démarrage, donc la question pourquoi ce n'est pas un mélange statistique. Il y a une autre expérience fondamentale qui va aussi nous dire, comme les interférences, mais encore avec des conséquences assez bouleversantes, qu'il ne s'agit vraiment pas de mélange statistique. Et en fait, la non-séparabilité ou la non-localité, je vous expliquerai un peu pourquoi ça désigne un peu la même chose. On va considérer maintenant une paire de fèves d'argan quantique, toujours avec le rouge et le vert dedans. Donc là, j'ai ma paire qui est là. Et qu'on a préparée d'une façon qu'on appelle, telle qu'elle soit... En fait, elles sont intriquées, mais je vous expliquerai un peu mieux après. Mais bon, c'est un mot un peu mystérieux, mais pour l'instant, disons qu'elles doivent être intriquées. Sauf que quand on les sépare, quel que soit l'état où on les a préparées, en fait, là, j'ai marqué 30 km, mais imaginez que vous les avez séparées sur deux galaxies différentes. D'accord? Et que, en fait, vous venez mesurer l'une des deux, la couleur de l'une des deux fèves. On a vu tout à l'heure qu'on avait une probabilité, donc 1 sur 2 d'avoir une fève rouge, et une probabilité 1 sur 2 d'avoir verte. J'ai choisi rouge ici comme résultat de mesure.
Et alors, ce qui est curieux, c'est que même si notre fève se trouve sur une galaxie, et bien, au même instant où cette mesure est faite ici, cette fève choisit une couleur verte, par exemple. Parce que ça dépend comment on les a préparées. Elle peut prendre la même couleur ou une couleur opposée. Mais c'est complètement corrélé, ce choix-là. D'accord ? Évidemment, on ne peut pas le savoir si on ne va pas les mesurer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arranger pour qu'il y ait deux expérimentateurs, l'un qui va décider de mesurer la couleur de cette fève et l'autre cette couleur, au même instant, pour qu'il n'ait pas le temps de communiquer le résultat. Alors, vous savez qu'on communique des informations. En général, la relativité d'Einstein nous dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et donc, si on s'arrange pour que le temps entre les deux galaxies pour échanger cette communication ne permette pas à la lumière de voyager, on est sûr qu'on ne peut pas transmettre aucune information sur le résultat de la mesure. Et donc, pour vous donner un peu une idée de ce que cette prédiction veut dire, par exemple, il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Le Quantique des quantiques, c'est un livre de vulgarisation qui est très bien fait. Il vous donne une image, en fait, d'un papa et son fils qui lancent deux poissons dans deux ruisseaux qui vont en sens opposé. Ce sont les deux fèves, les deux poissons. Et puis il y a le papa qui va pêcher son poisson. Et encore, hein, c'est une image encore loin de ce que c'est que le mystère derrière la physique de ces fèves quantiques. Tout d'un coup, quand il pêche son poisson dans le ruisseau de droite, il y a le poisson qui est dans le ruisseau de gauche, qui saute de l'eau et qui se met dans le filet de son fils. Voilà, un petit peu pour vous donner une idée de l'étrangeté de cette non-séparabilité. Alors pourquoi on parle ici de non-séparabilité ? C'est parce qu'en fait, c'est un tout. C'était initialement un tout. Ils étaient intriqués, mais cette intrication, ils la gardent, même s'ils sont séparés spatialement à des distances indéfinies, disons aussi grandes qu'on veut. Et on ne peut même pas, avant la mesure, parler d'une fève ou de l'autre. Ces deux fèves n'ont même pas d'existence propre individuelle. On ne peut parler que de ce tout, que c'est de ces fèves ensemble. Alors cela, donc, nous amène, en fait, la deuxième révolution est arrivée peut-être un peu trop tôt, parce qu'avant, jusque-là, donc en fait, on n'est pas vraiment... Vous allez voir que le pas décisif pour la deuxième révolution va arriver plus tard. Mais je voudrais quand même vous donner l'avis de quelques fondateurs de la physique quantique qui étaient quand même assez perplexes face à ces mystères. Donc Schrödinger, je vous ai parlé des équations de Schrödinger, qui dit que nos idées sur la matière ont changé de manière radicale. Planck, donc, qui était derrière, vous rappelez l'idée de photons, dans sa première version, dit que la théorie quantique est un explosif puissant et dangereux pour nos concepts physiques. Heisenberg, donc le changement de concept de réalité qui se manifeste dans la théorie quantique, n'est pas qu'un prolongement du passé. Il semble être une rupture réelle dans la structure de la science. Mais ces fondateurs ne sont pas au courant de l'expérience, donc je vais vous en montrer après, et donc qui sont en fait liés à la non-séparabilité que je vous ai montré tout à l'heure. Et alors Einstein, en fait, c'est lui qui a fait la constatation avec ses collaborateurs de cette prédiction de la physique quantique que je vous ai montré avec les deux fèves d'argan intriquées. Et là, ça le choque. Il dit que c'est pas possible que le résultat de la mesure de la couleur de la fève soit un résultat aléatoire. Dieu ne peut pas jouer au dé. Einstein croit dans une réalité indépendante de nos mesures, mais aussi avec des résultats prédéterminés. Donc il est pour le réalisme, pour le déterminisme et pour les explications locales. Donc tout ça, ça n'a aucun sens. Donc ce fameux papier, il a écrit avec son Podolsky et Rosen, va prendre le nom de PR et va attaquer la physique quantique. Il va dire la physique quantique n'est absolument pas complète. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ? Parce que, pour ces trois auteurs, ce côté probabiliste est simplement lié à notre ignorance. Exactement quand on lance un dé et qu'on ne sait pas quel résultat on va obtenir, parce que si on savait vraiment calculer la trajectoire du dé, la façon dont on l'a lancé, etc., on est capable en principe de savoir sur quel résultat on tombe. Et alors, ce qu'on ne sait, ce que dit Einstein et ses collaborateurs, c'est qu'en fait,
si on n'arrive pas à déterminer quel choix ma fève, alors je reste avec les fèves d'argan, quelle couleur choisit ma fève au moment où je lui pose la question de quelle couleur tu es, si on ne sait pas ce qu'elle va dire comme réponse, c'est parce qu'il y a d'autres variables qui sont cachées et que la physique quantique ne prend pas en considération. Il y a une sorte de variable qui détermine cette couleur. Donc cette couleur, elle a bien un sens avant la mesure. Elle était déjà là. Sauf que comme nous, on n'a pas accès à cette variable cachée, donc la physique quantique a manqué quelque chose, puisqu'elle ne nous donne pas, elle ne prend pas en compte ces variables cachées, et bien en fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prédire avec certitude le résultat de la mesure. Et en fait, c'est là où le génie de Bell, pourtant qui arrive, mais seulement en 1964, parce que je vous avais dit que tout le monde était occupé à appliquer la physique quantique, impressionné par ses succès, qu'on avait laissé de côté cette objection d'Einstein, donc on était plutôt pragmatique globalement chez les physiciens. Et donc, John Bell, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a proposé un test décisif, qui en fait n'a pas besoin même de formalisme de la physique quantique, ni de formalisme sophistiqué, pour trancher en faveur de l'existence ou de l'absence de ces variables cachées. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il fournit le test sur leur existence ou leur absence sans même avoir besoin de savoir ce que c'est la nature de ces variables cachées, ni la façon dont elles agissent sur les résultats. Et alors, le test de Bell a été effectué par un de mes professeurs, Alain Aspect, seulement en 1983. Parce que même entre John Bell et Aspect, en fait, jusqu'à 1991, cette question de non-localité est restée quasiment absente des projets des scientifiques en général dans le monde. Et ce décret expérimental est tombé contre Einstein. Il n'y a pas de variables cachées, en tout cas locaux. Et pour nos deux fèves d'argan intriquées, donc on ne peut absolument pas évoquer chacune des fèves séparément tant qu'on n'a pas fait la mesure sur chacune séparément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous rappelez que chaque fève va donner sa couleur avec une façon probabiliste, indéterminée. C'est un hasard. Sauf qu'on a deux hasards à deux endroits situés sur deux galaxies différentes, et ces deux hasards sont corrélés. A priori, quand vous avez un résultat hasardeux d'un côté et un autre très loin, au contraire, vous pouvez vous dire qu'il n'y a aucune chance que les deux soient corrélés. Et là, c'est l'inverse. Et ce qui est encore frappant, c'est que c'est parce que ce sont deux hasards qui peuvent être corrélés à des distances aussi grandes. Ensuite, cette expérience a été reproduite par plusieurs groupes. Mais ce qui est incroyable, c'est que le groupe de Nicolas Gisin à Genève, donc je vous conseille son livre qui est vraiment très très bien, je l'ai conseillé aussi aux élèves, La pensable hasard. Nicolas Gisin a réussi à faire l'expérience d'Aspect d'une façon encore plus fine, mais en dehors du laboratoire. Ces deux fèves d'argon, ce sont des photons de lumière. Il a réussi à les séparer d'une dizaine de kilomètres en 98 et même de 30 kilomètres plus tard. Alors évidemment, on cherche à les éloigner pour être sûr qu'il n'y a aucun signal qui se propage, aucune information qui va d'une fève quantique à l'autre, sur la couleur qui est obtenue au moment de la mesure. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a travaillé dans les télécoms pendant 5 ans, donc il a profité de ses connaissances pour utiliser les fibres optiques de Suisse Télécom. Et la source de ces photons, en fait, EPPS, c'est Entangled Photon Source, alors je fais appliquer le P. Donc ces paires, elles sont créées à la gare de Cornavin, à Genève. Et ces deux fèves d'argan, alors Alice et Bob, ce sont les deux expérimentateurs typiques, on les nomme Alice et Bob, qui vont faire les mesures de part et d'autre des fèves d'argan, d'accord? Donc deux banlieues séparées ici de 2 km à travers des fibres optiques, d'accord? Et il a pu tester, il a pu donc, réaliser le test de Bell. J'ai appelé test de Bell, en fait c'est une inégalité, pour ne pas prendre un terme technique, qui tranche encore, comme celle d'Alain Aspect, contre Einstein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variable cachée, qui détermine le résultat en avance. Alors, comme
vous ai dit, mais je ne vais peut-être pas l'expliquer d'une façon détaillée. Ce qui est incroyable, c'est cette non-localité. On parle de non-localité, pourquoi je vais essayer de l'expliquer. Nécessite, ou cette non-séparabilité nécessite un vrai hasard. Et pourquoi? Parce que la physique interdit la télépathie. Alors, parce que si le résultat d'Alice, donc je reviens un peu à Alice et Bob, en fait, d'une façon, bon, ça ne sera peut-être pas une explication, mais simplement pour donner une idée, si en fait il y avait une stratégie commune entre Alice et Bob, si Alice avait, avant de se séparer, donc avant que la paire de photons se sépare, s'il y avait une stratégie pour qu'on donne un tel résultat en fonction, donc le résultat de la couleur de la fève soit connu en avance, en fonction, en tout cas, soit déterminé par des causes bien précises. D'accord? Et bien en fait, avec cette corrélation-là, qui est non locale, parce qu'elle se fait sur, bon, je vous expliquerai, ces corrélations quantiques, on va dire, et bien Bob, il serait capable de savoir quel est le choix d'Alice. Bon, c'est dans une expérience un peu plus compliquée. Et en tout cas, il y aurait, s'il n'y avait pas de vrai hasard, si les résultats étaient prédéterminés, ça voudrait dire que Bob et Alice seraient capables d'avoir de la télépathie entre eux. En tout cas, bon, j'aime bien ce dessin. En fait, il y a exactement un hasard dans le résultat de ces deux élèves. Les deux vont donner des réponses par hasard, mais les deux résultats vont être identiques. D'accord? Alors, pourquoi je parle de non-localité? Ça, c'est important. Je n'ai pas fait de transparent là-dessus, mais j'en ai parlé aussi pendant le cours. Parce qu'en général, les sciences cherchent à expliquer des corrélations. C'est John Bell qui disait Correlations cry out for explanations. Donc les corrélations demandent des explications ou réclament des explications. Et en fait, c'est quasiment, c'est même pas propre qu'à la physique, hein, ça, on le trouve en biologie, dans tous les domaines scientifiques. Les corrélations, ça résume un petit peu les phénomènes, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'un phénomène qui arrive quand je lance une balle et qu'elle tombe, donc le fait qu'elle tombe, ça arrive après le fait que je la lance, et donc il y a une corrélation, puisque je sais que quand je la lance, elle va tomber, je suis même capable de le prédire, une corrélation entre l'événement où je la lance et l'événement où elle tombe par terre. Donc ça, c'est un type de corrélation qu'on essaie d'expliquer par la loi de gravitation. Maintenant, il y a aussi des corrélations parce que deux événements arrivent très souvent au même moment ou au même endroit. Et donc en fait, la physique en particulier explique en fin de compte des corrélations, mais en racontant une histoire, en donnant un scénario et une explication qu'on appelle locale. Pourquoi locale? Parce que quand on réfléchit au type d'explication qu'on donne, en fait, il n'y en a que deux. On peut les résumer en deux. Soit ces deux événements ont une source commune, donc qui remonte à un passé, qui peut être plus ou moins lointain. Par exemple, deux jumeaux. Ils ont la même couleur de leurs yeux, et on peut dire, ben voilà, c'est parce que dans le passé, ils étaient dans le même ventre, donc on peut expliquer la corrélation entre la couleur des yeux. D'accord? Donc il y a une source qui est commune, une cause commune dans le passé, d'accord? Mais à partir de laquelle on peut remonter jusqu'à ces deux événements corrélés d'une façon continue à travers le temps et l'espace. C'est pour ça qu'on parle de localité, parce qu'on peut progresser de proche en proche dans le temps et dans l'espace. D'accord? Donc ça reste local, d'accord? Même si c'est dans le passé ou à un autre endroit. Il y a un deuxième type de corrélation en physique, c'est celui où on communique. Par exemple, deux événements ont lieu au même moment, parce que, en général, ce n'est pas le même moment, parce qu'il me faut le temps de transmettre l'information. Simplement, comme quand j'appelle par téléphone, il y a un temps, évidemment, parce que ce n'est pas instantané quand j'appelle, le temps que mon information arrive. Et dans ce cas, il y a aussi une explication locale, parce que mon signal, ma parole, va se propager à travers la fibre, on va dire optique, et donc on peut aussi la suivre d'une façon continue dans le temps et dans l'espace. Et on n'a jamais, parce qu'on interdit la télépathie en physique, on n'a jamais de communication sans transmission. Donc n'importe quel moyen d'expliquer donc ce deuxième type de corrélation, il nécessite nécessairement un délai.
puisque la relativité nous interdit d'avoir un signal qui se propage plus vite que la lumière. Donc en fait, il y a deux types d'explications qui restent locales. Dans les deux cas, on peut raconter une histoire, et c'est ça qu'on ne sait pas faire ici. Donc on ne sait absolument pas donner d'explication locale à ces faits expérimentaux qui ont été reproduits partout dans le monde, qui font couler tant d'encre, à la fois chez les scientifiques, mais chez les philosophes aussi. On se retrouve donc avec essentiellement une nature, je dirais la matière et la lumière, en tout cas quand il y a une cohérence quantique évidemment, non locale. Et vous voyez par exemple, je vous ai parlé d'articles, ça c'est dans une revue prestigieuse, Nature, le titre, la mort par l'expérience, c'est même pas par la théorie, parce que c'est vraiment des faits empiriques, encore une fois, pour le réalisme local. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le réalisme local. En dehors des corrélations obtenues dans ces expériences qui testent donc les inégalités de Bell, on ne connaît absolument aucune situation où on peut observer ce genre de corrélations quantiques, qui sont quantiques mais qui sont observées expérimentalement. Et je vous ai parlé tout à l'heure de libre arbitre. Ça, c'est Foundations of Physics, c'est une revue très sérieuse. Il y a un article en 2006 qui sort par Conway et Cochrane qui s'appelle « Le théorème de libre arbitre ». C'est un article dans une revue scientifique. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que si nous avons le libre arbitre, alors les électrons, les photons, etc., ont le libre arbitre. Ça veut dire qu'au moment de la mesure, c'est sur un coup de tête qu'ils vont décider, la fève d'argan va décider de prendre la couleur rouge ou verte. Il n'y a rien qui puisse me dire, qui puisse déterminer, c'est même pas me dire à moi, expérimentateur, c'est rien qui puisse déterminer ce résultat en avance. Et donc Nicolas Gisin parle d'acte de création au moment de la mesure. Il parle de temps créateur. Donc, pour résumer, ce que nous donne comme réponse la physique quantique, je vous dis qu'elle ne peut pas décrire mais prédire, mais quand on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle nous donne comme renseignement sur la lumière, en fait, elle nous donne des réponses essentiellement apophatiques, négatives. Elle nous dit qu'il n'y a pas de propriété intrinsèque avant la mesure. Elle nous dit qu'il n'y a pas de déterminisme. Elle nous dit qu'il n'y a pas de séparation entre des entités qui ont été intriquées dans le passé. Il n'y a pas de localité. Il n'y a pas de trajectoire. Pas de clonage possible, mais ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de montrer en cours, et donc je ne vais pas en parler ce soir. Donc en fait, évidemment, on peut être frustré. Il arrive une bonne nouvelle qui fait partie de cette deuxième révolution quantique. Alors évidemment, il y a une première révolution, je dirais, d'application, comme je vous ai dit, reliée à toutes les technologies de la communication et de l'information. Mais ce qui est intéressant avec l'information quantique, c'est que toutes ces réponses apophatiques se transforment en atouts positifs. Et encore, Nicolas Gisin, qui était le premier vraiment à mettre en route cette révolution de l'information quantique, parle de révolution psychologique. Et en fait, je vous parlais de ce choix sur le libre arbitre, c'est un pur hasard. On n'arrive pas à réaliser un hasard aussi pur que celui qu'on a au moment de la mesure d'une fève quantique. Bon, la fève ici, c'est un photon. Donc c'est un photon qui va arriver sur un miroir et il a une chance sur deux d'arriver sur cette trajectoire, une chance sur deux d'arriver là. Ce sont des bits d'information, 0 et 1. Et on peut générer, en répétant l'expérience, une série de bits aléatoires. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, ce qu'on utilise comme hasard dans tous les systèmes de communication, de simulation, de vol d'avion, etc., on n'a jamais un vrai hasard. Quand on génère des codes aléatoires, il y a toujours une façon de déterminer finalement qui est cachée derrière, qu'on ignore. Donc ça a l'air d'être un hasard parce que c'est le hasard dont parlait Einstein. Il voulait que ça soit le même, c'est dû à notre ignorance. Sauf que là, personne ne peut déterminer en avance ce résultat. Donc ça protégerait énormément, c'est pour ça que ça peut donner par exemple une clé pour la cryptographie, parce que c'est complètement indéterminé. Et en fait, alors en l'occurrence, ça c'est le seul exemple, c'est pas Nicolas Gisin, c'est un groupe en fait en Espagne qui a un générateur de vrai hasard quantique. Il y a des applications de ces concepts bouleversants. Une autre
Donc, au sein aussi de la cryptographie, il y a moyen aussi d'appliquer comme toutes ces réponses apophatiques pour la cryptographie quantique. Et en particulier, je vous ai parlé du théorème de l'enclonage, on ne peut pas cloner un système quantique, ça c'est une façon de protéger la clé quantique qui va être produite par une coordination entre Alice et Bob. Ce qui compte ici, c'est la clé quantique qui va permettre de décrypter un message. Autre chose, la téléportation quantique, alors évidemment, elle ne se passe pas dans le sens que tu aurais été téléporté de devant l'écran vers l'arrière, puisque c'est l'état qui reste quelque chose encore avec, on va dire c'est un état, c'est un peu comme la substance et la forme, c'est une sorte de forme, puisqu'un photon par exemple quand il est dépolarisé, il n'a pas de forme, c'est comme une pâte modelée qui n'a pas de forme, et quand il a une polarisation, c'est en gros la direction dans laquelle le champ électrique va osciller, et bien, il va prendre une polarisation vers l'infini. Et ce qu'on veut, c'est téléporter l'état de polarisation d'un photon vers un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'état quantique d'abord qui est téléporté et que ce n'est pas instantané parce qu'il faut un canal classique de communication. Donc ce n'est pas encore de la téléportation qu'on peut imaginer d'une façon instantanée, mais qu'on sait faire jusqu'à 150 km. On sait téléporter l'état d'un photon de polarisation jusqu'à 150. Mais pour l'instant, on ne sait que téléporter une seule propriété. Disons, un état associé à une propriété. Et ce qui est intéressant avec Nicolas Gisin encore, avec ses expériences en dehors du laboratoire, c'est qu'il a pu utiliser la téléportation pour la cryptographie. Puisqu'en fait, l'idée, encore avec Suisse Télécom, Swisscom, la station, et l'idée c'est quoi? C'est qu'il écrit donc un message sur la structure d'un système quantique et il téléporte. Et comme cette structure, cette forme disparaît à un endroit pour réapparaître là, il n'y a aucun espion qui puisse intercepter le message. Donc ça, c'est la fameuse boîte de Nicolas Gisin. Là, c'est encore des distances entre... Là, cette fois-ci, c'est entre Genève et Lausanne qu'il a pu faire la téléportation. Donc, en fait, il a une boîte qui s'appelle ID Quantique qui fournit ses services à des entreprises pour la cryptographie. Il a fait des choses, des choses au-dessous du lac de Genève. Et pourtant, c'est un théoricien, un expérimentateur à la fois. Il est atypique. Donc maintenant, je vais rapidement, évidemment, on est un peu frustré, la science ne décrit pas le réel. Alors, Popper avait un peu dit des choses dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a plutôt des représentations de tous ces aspects du monde réel, même si elles semblent donner d'excellentes approximations du réel, mais on est au-delà même du constructivisme. C'est-à-dire que là, on est sûr... En fait, il y a des articles, bon, je ne voulais pas vous montrer plein, mais on est sûr qu'on ne va pas trouver, on peut se dire, oui, il y a une théorie qui va dépasser la physique quantique et qui va nous révéler ce que c'est que ce réel. Mais en fait, non, c'est la physique quantique. Et les physiciens eux-mêmes qui annoncent les limites. C'est la science qui émet sa propre limite à pouvoir accéder à ce réel. Et évidemment, on a envie de parler de réel voilé, c'est la fameuse description d'un physicien qui nous a malheureusement quittés, donc Bernard d'Espagnac. Mais pour conclure, je pense que je n'ai pas trouvé mieux que cette phrase à niveau fermé. Donc, avant de venir ici, j'étais confus sur ce sujet. Après avoir écouté votre conférence, je suis encore plus confus, mais à un niveau plus élevé. C'est ce que je me souhaite. Mais tu peux nous dire comment on intrigue quantique? Alors, par exemple, en fait, il y a une façon, par exemple, chez Nicolas Gisin, en fait, ces paires de photons, c'est exactement comme on a le pointeur laser. Alors, je ne sais pas de quelle couleur il est, justement. Non, il est rouge, c'est ça. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des cristaux non linéaires, parce que l'intensité qui va arriver de lumière sur eux, donc le photon, ne va pas être la même. Celle qui va sortir va être reliée d'une façon non linéaire. Elle ne va pas être la même. Il ne garde pas l'intensité de la lumière. Et en gros, l'idée, c'est qu'un photon arrive sur ce cristal non linéaire, il va se décomposer, il va y avoir une cascade en deux photons. Donc la somme des fréquences des deux photons va être la même que celle du photon incident, et ces deux photons vont être intriqués à la sortie. Par exemple. Même à l'ASP aussi, il y avait des choses comme ça. Mais alors comment à 30 km, il y a de toute façon un temps de transmission, comment on peut affirmer qu'il y a
quelque chose qui se passe au même moment alors qu'il y a 30 km? Non, parce qu'on a deux expérimentateurs qui vont aller détecter les deux photons de part et d'autre. Ils synchronisent complètement leurs expériences, leurs mesures. Et pourquoi ils les éloignent? Parce que plus on les éloigne, et moins, et plus court, et plus long, et le temps qu'il faudrait pour transmettre ainsi une information, ou pour que les deux photons transmettent une information. Alors évidemment, on pourrait parler de télépathie entre les photons, mais ça ne nous avance pas, parce que, voilà. Mais ça serait un peu ça, en fait, puisque c'est instantané. Disons, ça peut aider à comprendre. C'est une sorte de télépathie, mais bon, évidemment, les photons, ce n'est pas des êtres humains. Mais c'est un peu ça, en fait, qui se passe. Une question Oui. à propos de la dualité onde et corpuscule. Bonsoir, moi j'ai une question à propos de la dualité onde-corpuscule. Pourquoi est-ce qu'on dit que, parce que la matière passe le test des interférences de Young, est-ce qu'on dit qu'elle a cette nature corpusculaire? Et je me demande aussi pour le physicien Louis de Broglie qui a annoncé la dualité onde-corpuscule, il disait que la quantité de mouvement est égale à la constante de Planck divisée par la longueur d'onde. Oui, exactement. Ouais, donc sur quoi il a fondé cette réflexion? Ben, ça, c'est par rapport aux photons qui avaient déjà été établis par Einstein, Jean-Yves Planck et ensuite Einstein. Donc, en fait, c'est une idée de symétrie. Vous voyez quand même, il y a des raisons esthétiques des fois qui peuvent motiver des découvertes. Donc, il s'est dit par symétrie, puisque la lumière est à la fois onde et particule, qu'est-ce qui empêcherait la matière, qui est déjà particule, on va dire, puisque le modèle atomiste était quand même déjà, puisqu'on avait déjà des électrons dans les atomes, comme vous voyez, comme des planètes autour du Soleil, l'idée de corpuscule pour la matière, de l'électron en tout cas, était déjà là. Donc il s'est dit, rien n'empêche que la matière se propage aussi comme une lumière, comme une onde. Mais il y avait aussi la motivation d'expliquer l'hypothèse farfelue de Bohr-Revon, qui était de quantifier l'énergie. Et donc, en gros, il devait avoir expliqué ça par une onde, par exemple sur un cercle, quand elle veut se refermer, une onde qui aussi, il faut que la longueur, le périmètre du cercle soit un multiple de la longueur d'onde. D'accord? Et donc ça permet d'avoir, c'est pour ça que j'ai formé, bon, c'était pas un cercle pour moi, c'était mon petit segment. Dans ce cas-là, c'est l'onde qui doit s'annuler au bord de votre segment. Ça vous donne une quantification de l'énergie. En fait, elle vient de là, la quantification de l'énergie, quand vous résolvez l'équation de Schrödinger. D'accord? C'est ce que je vous ai dit cet après. Voilà. Merci. Moi, je voudrais poser une question un peu philosophique. On a vu hier, dans l'infiniment grand, qu'à un moment, on arrive à un certain nombre de questionnements et d'incompréhension, enfin, pas d'incompréhension, mais d'inconnu, qui fait que toutes les théories jusqu'à maintenant restent extrêmement limitées pour expliquer le monde, son origine, sa taille, son évolution. Ce soir, on voit que toute la construction de la science moderne vole en éclats dans le sens où on n'arrive plus rien à modéliser, ou à prévoir ou à rendre prédictive et à être capable effectivement d'enlever enfin, qu'il n'y a plus du tout de déterminisme en rien, qui sont la base des théories historiques de la science. Donc en tant que scientifique, je poserai peut-être aussi la question à Bruno, à un niveau mondial aujourd'hui d'avancement sur la science, c'est quoi pour les scientifiques la prochaine étape? Est-ce que vous continuez à penser qu'il y a des théories qui peuvent expliquer l'ensemble de ces sujets et qu'il faut juste les trouver, ou est-ce que vous êtes tous convaincus qu'il n'y a plus du tout de théorie, à part peut-être la théorie globale qui peut tout unifier et qui pourrait expliquer tout ce qu'on ne s'explique plus? Est-ce que, en tant que scientifique, avec tous les soubassements de cette science depuis 4 siècles, on peut continuer à avoir un cap et voilà, et philosophiquement continuer à considérer que la science a son statut d'explication de tout sur quoi on a fondé toute la société moderne? En fait, oui, merci pour la question. Moi, je pense qu'il faut. Nous sommes amenés simplement à changer d'objectif. Accepter la limite sur la description de la nature ultime du réel. Remettre en question d'ailleurs aussi, comme je vous ai dit, cette image atomiste.
Mais c'est vrai que nous sommes encore imprégnés par nos représentations mentales qui peuvent des fois nous induire en erreur. Maintenant, je voudrais quand même préciser que même si la physique quantique ne décrit pas, elle permet de faire des prédictions, et des prédictions des fois incroyablement précises. Parce que je vous ai montré, donc là, effectivement, au niveau d'un photon, comme ceux que manie par exemple Nicolas Gisin, effectivement, le résultat n'est pas déterminé en avance. Vous avez vu quand même qu'il a réussi à exploiter ces aspects négatifs pour des applications. Mais en même temps, quand on fait un grand nombre de mesures, on est capable de prédire la valeur moyenne d'une observable, de regarder comment elle fluctue sur ces valeurs moyennes. C'est ce que je fais dans ma recherche, c'est-à-dire que j'ai un grand ensemble d'électrons. Donc en moyenne, effectivement, on utilise évidemment le formalisme quantique, mais on arrive à prédire, en tant que théoricienne, j'arrive à faire des prédictions, et ces prédictions arrivent à être testées expérimentalement. Parce que c'est fait sur un grand ensemble d'électrons. C'est comme si on répétait la même expérience plusieurs fois. Et donc il y a énormément encore de sujets passionnants qui sont à traiter pour la compréhension du rôle, par exemple, du fait que les électrons interagissent entre eux. Donc on a énormément de problèmes qui surgissent tous les jours à résoudre. On n'est absolument pas... on n'est pas du tout au chômage, on ne s'ennuie pas. Donc, donc ça reste très passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, personnellement dans mon laboratoire, l'efficacité de la physique quantique fait que mes collègues, en fait, ils oublient même ces questions-là. J'ai jamais discuté de la non-localité des expériences de Luyane dans mon laboratoire. Donc c'est quand même, il y en a même qui continuent à être matérialistes purs et durs. Alors que là, je veux dire, les limites, ce sont des physiciens qui disent, regardez, l'article dans Nature, il y en a plein, évidemment ils peuvent se tromper, mais le décret est d'une façon, pour Alain Aspect, même le débat entre Bohr et Einstein est clos. Je dirais, bon, moi je ne veux pas qu'il y ait des débats clos, je préfère qu'ils restent ouverts et qu'il y ait encore des questions posées. Mais même toutes les failles éventuelles de l'expérience du test de Bell, disons de l'inégalité de Bell, il y a énormément de personnes qui en ont discuté et les expérimentateurs ont répondu en refaisant les expériences de sorte qu'ils arrivent à remédier à ces failles. Et malgré ça, par exemple, dans mon labo, les gens continuent à faire comme si, même dans leur langage d'ailleurs, il y a une représentation du monde qui est atomiste, par exemple. C'est ce qu'on enseigne dans les lycées finalement. Et moi je pense qu'il faudrait, ça n'affecte pas notre efficacité, notre motivation pour la science, les problèmes posés, mais je dirais que c'est plus aux scientifiques de prendre eux-mêmes conscience de ce qui est caché derrière la physique quantique pour qu'ils soient un peu plus humbles, je pense. Des fois ils sont plutôt, il y a une certaine arrogance, une certaine certitude sur le monde, une vision mécaniste qui reste là du monde. Y compris chez des biologistes d'ailleurs. Donc c'est très important qu'on sache que le matérialisme et que le réalisme local n'a plus aucune raison de rester valable et que cela doit être aussi plutôt vulgarisé, je dirais, auprès du grand public dans les programmes scolaires. On pourrait parler des inégalités de Bell, alors pendant le cours j'ai fait un jeu avec ça, qui n'a absolument pas besoin du formalisme quantique, et leur montrer, regardez, et bien voilà ce que prédit le réalisme local, et bien ça ne marche pas dans ces expériences. Et c'est quelque chose qu'on pourrait absolument, d'après moi en tout cas, qui serait vraiment importante, parce que la science du XIXe siècle, très arrogante et sur elle-même, que j'avais mentionné, imprègne encore notre façon de voir le monde et de réfléchir là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant de tirer des leçons de cette limite établie par la science elle-même. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, je peux. Oui. Encore le temps. Bon, je vais être assez rapide. Bien, merci Inès Safi pour cette conférence passionnante et aussi qui nous a permis de nous élever, à la fois, comme l'a dit Enrico Fermi, nous élever à la fois dans le cosmos, dans l'espace, dans la lumière, et aussi sur le plan intellectuel. On a appris beaucoup de choses personnellement. Je ne suis pas scientifique, je suis plutôt historienne, mais j'ai été réconfortée par toute la partie historique que j'ai beaucoup aimée, avec laquelle vous avez introduit l'historique de la physique à travers le temps et l'espace. Et puis, bon, j'en viens à mes questions. Il y a quelque chose qui nous a, c'est vrai, un petit peu, pas bouleversé, mais qui nous a
remuer sur le plan d'un questionnement à la fois métaphysique, dans la matière, je ne dis pas religion, mais en ce qui concerne la théologie. Parce que là, on condamne le déterminisme et on considère que tout est fait de hasard. C'est une révolution en nos connaissances. Et je suis heureuse d'avoir appris beaucoup de choses. Et puis aussi dans le domaine des sciences exactes, on a toujours considéré que la physique était une science exacte. Et là, on est confus. Très bien. Alors, ma question concerne la relation entre justement la physique quantique et une science comme la médecine qui est très précise et très exacte. Alors on se demande quelles sont les répercussions de cette révolution, que pourrait avoir cette révolution sur la médecine. Oui, alors je ne dirais pas que la médecine est exacte, puisqu'elle est quand même loin d'être... Plus ou moins exacte, bon, mais elle fait partie de ce qu'on appelle des sciences exactes. Je pense que... Sciences humaines, pardon. Oui, effectivement, la question de... je dirais c'est plus au niveau de la biologie, parce que l'ADN c'est quand même une grosse molécule, et on a réussi à faire aussi l'expérience des inégalités belles, même avec des grosses molécules. Donc c'est effectivement, pas encore l'ADN, mais ça pose la question de comment intervient la physique quantique au niveau de l'ADN. Alors que Nicolas Gisin, dans son livre, apparemment dit que c'est encore un domaine pas bien exploré. En particulier quand il parle du clonage de l'ADN, parce qu'il y a le non-clonage des systèmes quantiques. On pourrait se dire comment est-ce qu'on peut cloner l'ADN. Alors on peut encore se dire qu'il n'y a plus de cohérence quantique, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informations dans une molécule d'ADN comparé à ce que pourrait donner les potentialités que pourrait être une molécule qui garde sa cohérence quantique. Donc c'est un débat qui est tout à fait intéressant et surtout qui effectivement pourrait être intéressant pour les neurones, pour les décisions que l'on prend. Alors évidemment, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que si on suit le démon de Laplace, c'est-à-dire que tout serait déterminé et qu'on ne connaît pas les résultats parce qu'on n'a pas accès à toutes ces variables, on va dire l'équivalent des variables cachées, ça voudrait dire que nous-mêmes, nos pensées seraient aussi déterminées en avance. Et ça veut dire que cela restreindrait énormément notre liberté même de faire la science et de décider quelle hypothèse adopter. Donc ça, c'est heureusement qu'il y a le libre arbitre. J'aime bien le théorème du libre arbitre. Oui. Si j'ai bien compris, ta conclusion magnifique m'a fait sourire parce qu'elle s'adapte exactement à ma situation. La physique quantique, j'ai l'impression qu'elle pose plus de questions qu'elle n'a de solutions. Exactement. Alors j'ai fait un lien avec un petit peu ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Est-ce que au stade actuel, parce que la science n'est pas finie évidemment, et je crois pas qu'elle finira un jour, est-ce qu'au stade actuel, la science, notamment quantique, la physique quantique, a mis au point des contradictions avec les grandes pensées philosophiques ou les grandes religions, par exemple? Oula, là c'est parce que, quelque part, automatiquement, on fait un lien avec nos convictions, qu'elles soient philosophiques ou religieuses. Et on essaye de dire, est-ce que la science conforte mes convictions ou alors elle a tendance plutôt à aller dans un autre sens, au stade actuel, bien entendu. Oui, c'est un grand débat, c'est-à-dire que les philosophes eux-mêmes, alors pour certains qui sont au courant de la physique quantique, et ben ça questionne, parce qu'il y a certaines options philosophiques qui ne peuvent plus tenir, comme le réalisme local, entre autres. D'accord ? Donc, entre philosophie et science, je pense que, je dirais que ce sont plus les philosophes qui vont se mettre au courant des découvertes scientifiques que l'inverse. Les scientifiques restent un peu cloisonnés en général dans leur puits de spécialisation. Et ils sont méfiants en général envers les philosophes des sciences même. Je parle des philosophes de sciences. Après, avec la religion, moi je dirais c'est plutôt, c'est pas parce que je ne sais pas la nature de la matière, donc je préfère me positionner tout de suite, que je vais dire, je vais appeler Dieu pour qu'il bouge là le trou de mon ignorance. Parce que je trouve que c'est quelque chose de complètement symétrique à l'attitude qui consiste à exclure Dieu de là où on résout, on sait. On ne va pas faire appel à Dieu là où on ignore, parce que je trouve que je n'ai pas personnellement besoin de preuves
de la science pour prouver l'existence ou l'absence de Dieu. C'est pour moi quelque chose, je dirais, inné, quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de l'intuition, de la connaissance par le goût que par la connaissance rationnelle, de type rationnel. Donc après, ce que je trouve intéressant, je vous ai dit tout à l'heure que la science positiviste, on va dire, mécaniste ou scientiste même, disons, le scientisme lui-même, il est finalement reproduit dans le pays, puisque je suis au Maroc. Il affecte énormément la pensée, disons, la façon de voir le monde. Et on en est resté aux anciens. On n'est pas au courant tellement des nouveaux paradigmes, y compris de la physique quantique. Donc ce qui me semble très important, c'est qu'on apprenne, qu'on fasse connaître ces nouveaux paradigmes, parce qu'actuellement, quelque chose comme le concordisme naïf, on va dire, parce que bon, il y a des formes, il met la science comme juge du texte coranique, par exemple, pour apporter comme une preuve, en fait, de la véracité du Coran. Alors, ça veut dire qu'il y a une telle confiance dans une science, finalement, sûre d'elle-même, celle que citait Kelvin, qui fait qu'on a absolument besoin, pour prouver la véracité du Coran, d'avoir ces résultats scientifiques. Il y a aussi une autre, je pense, quelque chose peut-être de moins visible d'après moi, c'est la façon dont on fait la théologie, où on va la faire d'une façon rationnelle parce qu'on croit que c'est bien. Parce qu'on a une admiration qui reste en fait de la science, malgré la décadence actuelle, mais il reste quand même un intérêt dans la science et un respect des scientifiques, qui est encore là, qui n'a pas complètement. Mais malheureusement, il prend des tournures négatives, puisque effectivement on croit que prouver quelque chose d'une façon scientifique, ça veut dire qu'on a le dernier mot, d'une façon rationnelle, on va dire, pour transposer. Et même le critère de vérité, on va le chercher dans les sciences dites exactes, on parle encore de sciences dures, qui finalement étaient plus l'ambition des positivistes de la fin du XIXe siècle, de définir une science pure, débarrassée de toute aspiration métaphysique, mais qui ne... Vous voyez, les articles maintenant de physique, évidemment, la frontière devient très difficile à établir. Mais qu'on soit au courant finalement de ces nouveaux paradigmes est très important pour qu'on cesse de croire dans la capacité de la rationalité, mais aussi de nos sens communs à atteindre la vérité. Et c'est là où je trouve intéressant aussi de voir la démarche de doute de Razali, qui avait douté de tout ce que le sens et la logique pouvaient lui apporter, et qui est allé dans une recherche spirituelle qui l'amenait à penser que seule l'inspiration est le moyen d'accéder à la vérité absolue, mais la vérité sur un autre niveau de réalité. Donc c'est plus, je dirais, pour avoir une leçon de perplexité, de laisser de la place à la perplexité. Ibn Arabi disait que la seule science que j'ai acquise de lui, c'est la perplexité à son égard. Le prophète Mohammed disait Dieu accrois-moi dans la perplexité à ton égard, et la hayra. Donc c'est le choc de certitude, à mon avis, qui fait qu'on est dans les conflits permanents entre les personnes qui veulent avoir raison. Donc c'est plutôt la leçon, la perplexité aussi comme ouverture à l'altérité, que je pourrais aussi tirer de ma réflexion là-dessus. Bonsoir. Merci pour les explications. Alors là, je voudrais retourner un peu terre à terre sur des pratiques que je fais, que j'exerce, quoi. Je suis dans les soins énergétiques. Alors là, il y a le champ est vaste parce qu'on utilise plus ou moins quelques volets de la physique quantique. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à comprendre et j'espère que vous avez la réponse. Comme ça. Alors, ce sont les soins à distance. Les soins à distance, c'est-à-dire, je peux pratiquer sur vous, vous êtes là-bas, je peux pratiquer sur vous. Vous me faites peur. Avec notamment du Reiki ou autre chose. Comme vous pouvez être à New York, je peux pratiquer directement. J'ai vu ça sur moi et j'ai senti l'effet. Alors, est-ce qu'il y a une explication ou c'est le domaine de l'interdit? Je dirais que, alors personnellement, c'est quelque chose sur laquelle je ne peux émettre aucun avis. Ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas étendre la non-localité ou la non-séparabilité qui concerne des entités quantiques qui, pendant leur trajectoire là, entre Genève et Lausanne, il n'y a rien qui puisse leur faire perdre leur cohérence initiale. Quand on a affaire à des personnes, à des objets macroscopiques, nécessairement, il y a une interaction avec l'environnement, d'accord? Et cet environnement fait perdre cette cohérence quantique. Donc, il va nécessairement séparer ma paire intriquée.
D'accord? La trajectoire pour garder cette intrication, il faut absolument éviter une interaction avec un environnement qui n'est pas nécessairement quelque chose d'extérieur au système quantique. Ça peut être d'autres degrés de liberté dans le système. Donc ça peut être quelque chose d'immédiatement proche. Et donc je ne peux absolument pas vous démontrer que la non-localité, je dirais même que je peux plus être favorable à l'idée que la non-localité ne s'applique plus. En tout cas, il n'y a absolument aucune raison pour y croire. Donc maintenant, si vous, par votre propre expérience, vous avez vu des choses, je ne suis pas capable de les contredire. Ce n'est pas mon domaine, en tout cas, d'en juger. Voilà. En fait, ma question est un peu du côté technique, ça revient à l'intrication quantique. Bon, puisque les théories nous disent que, par exemple, si deux photons sont intriqués, même si les distances qui les séparent sont très très grandes, resteront intriqués. Mais vu que je me demandais quelle est la marge d'erreur des outils de mesure utilisés, parce que vu que les expériences qui ont été faites sur des distances de centaines de kilomètres, et que la célérité de la lumière est de 300 000 km par seconde, le temps, si on suppose qu'il y a une communication entre les deux photons qui se fait, le temps que cette communication se fasse sera une fraction minime de seconde. Du coup, si par exemple les outils de mesure ont une marge d'erreur qui est élevée à ce temps, du coup, il pourrait y avoir une communication. Alors là, justement, j'ai parlé à la fin et voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails. Ça fait partie, c'est une critique tout à fait légitime, et ça fait partie des failles qu'on a cherchées, dont des expériences de non-localité. Il y a eu des réponses à la fois des expérimentateurs et des théoriciens aussi. D'ailleurs, il y a une expérience par Suarez aussi, où on s'arrange pour que pour chaque expérimentateur, il lui semble que l'autre, en fait, c'est Alice qui a fait l'expérience avant et l'autre, c'est l'inverse. Donc il y a énormément d'efforts dans ce sens pour essayer d'écarter ce genre d'incertitude. Il y a même un article, peut-être théorique, qui montre qu'il n'y a rien qui puisse se propager, même il y a une vitesse finie entre les deux, même très grande par rapport à la vitesse de la lumière. Et Nicolas Gézin lui-même, il a bien pris en compte ce genre, effectivement, d'erreur sur le fait que les deux expériences pourraient ne pas avoir lieu exactement avec la bonne résolution, en tout cas pour dire qu'elles sont instantanées, parce qu'il y a nécessairement une erreur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça continue à être vérifié, revérifié, à affiner, et donc je pense que, disons, j'ai quand même tendance à avoir confiance dans toute, même si j'ai pas tout lu, parce que c'est une littérature impressionnante sur le sujet, on peut quand même avoir confiance dans cette conclusion. Oui. Oui, juste pour tous ceux qui ont raté le cours du matin, je ne sais pas si en peu de temps vous pouvez rappeler ce que c'est que l'expérience de Bell, parce que je n'ai pas l'idée de... Ah, oh là là. Mais voilà, si c'est un exercice quantique, on va le laisser pour après. Ah oui, alors... si, est-ce que je peux parler de polarisation de photons? Donc un photon, on peut choisir deux bases où on va mesurer la direction du champ électrique. Ces deux bases, par exemple, ça peut être horizontale, verticale ou diagonale, antidiagonale. D'accord? Donc on a un choix entre deux polarisations, horizontale, verticale. Donc ça, c'est un choix binaire. Mais on a aussi le choix entre deux bases. D'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, les expérimentateurs vont choisir sans que chacun sache quel est le choix de l'autre, parce qu'ils vont faire ça, disons, c'est même pas... En tout cas, ils vont choisir dans quelle base ils vont mesurer chacun la polarisation de chaque photon. Donc il faut compliquer l'expérience que je vous ai montrée avec les fèves d'argan, où on mesurait dans la même base, par exemple, les deux photons. Il faudrait aller la compliquer pour avoir deux choix possibles des bases. D'accord? Et ensuite, il y a une sorte de combinaison entre les résultats qui doivent, le résultat de l'expérience, s'il y a vraiment des variables cachées, si on fait une combinaison des résultats, eh bien, nécessairement, il va être inférieur à une valeur qui peut être 2, voilà, ça dépend de la forme que prend l'inégalité de Bell. C'est ça l'inégalité. Et si on trouve que c'est plus grand, ça veut dire qu'on n'a aucune explication locale. Donc l'expérience d'Aspect et ensuite de Gézin et plusieurs d'autres, c'est qu'ils ont montré qu'ils peuvent avoir une combinaison qui est plus grande que 2. Donc c'est une violation de cette inégalité qui montre qu'il n'y a pas de variable locale. D'accord.
Voilà, je sais pas si... Mais lisez le livre de Nijisa, c'est très très bien expliqué. D'accord. Deuxième petite question, si j'ai une barre métallique de 300 000 km, quand je la pousse, je pousse le bout, l'autre bout ne va bouger qu'au bout d'une seconde, c'est bien ça? C'est costaud. Oui, ouais. C'est bien ça? C'est ça, oui. Ouais, je demanderai d'aide. Donc, on est bien d'accord, au niveau du paradoxe de PR, on ne peut pas maîtriser la mesure, quand on mesure un photon, la polarité d'un photon, on ne peut pas la maîtriser, parce que si on arrivait à la maîtriser, on pourrait communiquer plus vite que la lumière. Exactement, on pourrait communiquer sans transmission, et c'est interdit. Ouais. Il faut communiquer par une transmission, c'est-à-dire que le message se transmet sur un support physique qu'on peut suivre de proche en proche, et l'explication locale de la communication. C'est le deuxième type de corrélation dont j'ai parlé. D'accord. Alors, dernière question sur l'aspect philosophique, puisque effectivement on ne peut que apprécier la conclusion, et même avec la dématérialisation dont vous avez parlé, j'ai l'impression que je vais compléter le théorème de Descartes en disant je pense, donc je suis, mais je suis bien le seul. Tout est dématérialisé. Mais ce qui m'amène à la question de le théorème du libre-échange et donc de l'âme. De libre-arbitre. De libre-arbitre, pardon. Oui, le théorème de libre-arbitre, en fait, c'est là, parce qu'on est en train de parler du fait que les photons ont une âme. Parce que le libre-arbitre, on va dire, historiquement, c'est lié à cet aspect. C'est votre interprétation voilà, contre laquelle je ne peux rien dire. Donc, personnellement, si vous voulez alors, je ne sais pas comme ça que je vais les choses, mais personnellement, ma propre croyance, c'est que tout est habité par le souffle divin, et dans la tradition islamique, il n'y a même pas, je dirais, de hiérarchie entre ce qui est inerte et ce qui est vivant, puisque l'interprétation de Khalaqnakum min nafsin wahida, on vous a créé d'une seule âme. Quelqu'un comme le Cheikh Al-Alawi, que vous connaissez peut-être, donc c'est un grand érudit du début du XXe siècle, considérait que cette âme, c'est l'âme du monde, c'est l'âme de l'univers, du cosmos, donc à partir de laquelle sont issus les êtres humains. C'est l'origine commune qui fait que nous sommes tous liés quelque part, c'est-à-dire que nous sommes tous issus d'une même substance. Voilà. Mais bon, c'est un autre ordre. Et encore une fois, je n'ai pas besoin, si vous voulez, de trouver une argumentation logique à travers la physique quantique. Je resterai aussi perplexe que possible là-dessus. Voilà. Je me rappelle, je crois que c'est Gogol. La dernière question. Des chercheurs, oui. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Au cours de des chercheurs qui trouvent, on en trouve pas. Tout à fait ça. Une dernière question. Ouais, allez. Déjà, merci pour votre conférence. On voit bien que vous êtes passionné par la physique. Ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi, dès qu'on s'approche de l'échelle macroscopique, tous ces phénomènes quantiques ne tiennent plus debout. Voir est-ce qu'on peut, à un certain moment, combiner entre une physique classique et une physique quantique. Alors, merci pour la question. Donc, c'est ce que je ne sais pas si vous n'étiez pas dans le cours cet après, c'est-à-dire que je disais que comprendre où est la frontière entre la limite entre ce qui est quantique, ce qui se comporte d'une façon quantique et macroscopique, c'est pas du tout une question claire. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué le mot, et dans le cours aussi, de cohérence quantique, qui est effectivement liée à une interaction avec plusieurs degrés de liberté ou l'environnement. Et donc ce qui serait le critère de passer du quantique au macroscopique, c'est pas nécessairement la taille. C'est vraiment la façon dont vous arrivez à isoler votre système vis-à-vis de ces interactions. Et c'est pour ça que nous, dans notre domaine, on arrive vraiment à voir des atomes artificiels qui ont des échelles de l'ordre de micromètres ou de micromètres. Parce qu'on arrive à leur attribuer très peu de degrés de liberté, donc par exemple des caractéristiques comme une phase, etc., qui sont peu couplées avec l'extérieur ou avec leur propre degré. À eux, ils n'en ont pas assez pour qu'ils se couplent entre eux. Donc en fait, c'est une question qui est aussi un sujet de recherche colossal, hein. La question de décohérence aussi, puisqu'on pense que on perd la cohérence du système, et comment, il y a plusieurs aussi théories, il y a plusieurs études expérimentales, etc. Encore une fois, donc je pense que, je ne sais pas si je réponds à votre question, le message, ce n'est pas nécessairement la taille.
Et donc, et nous-mêmes, on ne sait pas si dans nos cellules, quels sont vraiment les processus qui vont... vous voyez, il se peut aussi qu'on ait des molécules, je sais pas, d'ADN où les processus quantiques interviennent. C'est très difficile à dire. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites l'étude d'un nombre d'électrons. Est-ce que le nombre affecte ce genre de phénomène? Ben, vous voyez, par exemple, non, le nombre d'électrons, il peut être très grand. Et on peut avoir encore, c'est ce que j'ai montré cet après-midi, des expériences de l'analogue des interférences de Young dans un fil métallique très sale qui fait 1 micromètre de diamètre. Donc vous voyez un micromètre, hein, c'est un millième, c'est même pas le nanomètre, hein, c'est 1000 fois. Donc en fait, vous voyez, on peut avoir une cohérence quantique qui est préservée, d'accord, et même avec un nombre colossal qui est bien plus grand que le nombre d'Avogadro. Donc c'est pas nécessairement le nombre d'électrons qui va réduire On n'a pas besoin d'avoir une seule entité ou une seule particule, parce qu'on peut parler d'une particule, même si quelqu'un comme c'est un prix Nobel, Weinberg, qui a eu son prix Nobel avec donc Abdel Salem en physique des particules, qui a dit quand quelqu'un me demande ce que c'est qu'une particule, cela m'énerve au plus grand degré, parce que je ne sais pas répondre, je ne sais pas vous dire ce que c'est qu'une particule. Et évidemment, on peut parler d'électrons dans le sens où il y a quand même une charge, une masse, d'un photon dans le sens où effectivement on peut dire qu'il a une masse nulle et une certaine fréquence, mais il n'y a pas besoin qu'il soit isolé, comme dans les expériences par exemple de Nicolas Gisin, d'accord, pour qu'on puisse avoir de la physique quantique. C'est pas dans ce sens. Ça peut être un ensemble d'électrons, mais qui arrive à être isolé de plusieurs interactions avec l'environnement, et aussi avoir une température par exemple très basse. C'est ce que j'explique aussi cet après-midi. Parce que la température, à notre température ambiante, et ben, tout bouge, fluctue, donc on ne peut pas avoir des effets quantiques, et donc dans des systèmes très petits comme des nanotransistors, on a besoin de refroidir le système pour qu'on enlève ces fluctuations thermiques, l'agitation due à la température. Donc on va jusqu'au-dessous de 1 Kelvin, hein, le fameux Kelvin dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'hélium liquide par exemple, c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire, pour pouvoir observer des phénomènes quantiques, même pour un très grand nombre d'électrons. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, donc merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier Inès pour la donner l'explication comment tu es passé derrière l'écran. Tu comprends pourquoi. Bien, bonne soirée à tous.